Plus de 500 jeunes bénéficient d'une formation sur les notions de civisme, de citoyenneté, de patriotisme. C'est pour mieux les former, pour mieux assurer la relève. Une mission s'est rendue à Kéniéba dans la région de Caille. C'est dans le cadre de la supervision des activités de contrôle et de constat de l'état de dégradation des domaines forestiers fauniques. Elle s'est rendue sur des sites illégaux d'exploitation de l'or. Et demain 13 février, c'est la journée internationale de la radio. Le Mali est un des pionniers africains en matière de libéralisation des ondes. Aujourd'hui, la radio s'est imposée comme un partenaire privilégié dans le quotidien de nos ménages. De Kayamenaka, de Sikasso à Taoudeni, merci de votre fidélité. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition de ORTM 1. Nous sommes mercredi et le traditionnel Conseil des ministres est tenu au palais présidentiel sur la colline de Koulouba sous la présidence du président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. Et pour la lecture du communiqué de ce Conseil des ministres, il va nous rejoindre d'une minute à l'autre Mahamadou Koni. Mais avant, notion de civisme, de citoyenneté, de patriotisme, les sujets sont au cœur d'une formation civique des présidents élus du Conseil national de la jeunesse du Mali. C'est un cadre pour mieux former les jeunes. Ils sont 597 au total et viennent de toutes les régions et du district de Bamako. Le point avec Abdul Karim Kaba. Les jeunes du Mali renforcent les notions sur la citoyenneté, l'amour et le patriotisme. Les présidents locaux, régionaux et du bureau exécutif du Conseil national de la jeunesse sont en formation de 5 jours pour connaître davantage les activités citoyennes. La formation civique que nous lançons aujourd'hui est bien plus qu'un simple cadre d'apprentissage. Elle est un moment clé pour renforcer notre engagement citoyen, notre compréhension des valeurs républicaines et notre capacité à œuvrer pour une jeunesse consciente. Faire des jeunes de vrais acteurs du changement positif, des mentalités, conformément à la vision des plus hautes autorités de la transition, tel est l'objectif de cette formation. C'est une première, vraiment, c'est une première de réunir non seulement tous les présidents ici, c'est une première d'avoir un président national de la jeunesse qui est élu dans les conditions que nous voyons, qui soit en face lui aussi de ces jeunes. L'intérêt, c'est que d'abord, les orientations puissent être données par le département, les orientations puissent être données par le président national de la jeunesse, mais également, un des gros avantages pour nous, c'est d'avoir des jeunes citoyens, consciencieux, engagés et prêts à servir. Pendant 5 jours, les 600 jeunes du Mali vont être mieux outillés par des experts de l'initiative à l'école de la citoyenneté, notamment sur les fondements de l'identité nationale, la lutte contre la consommation de la drogue, la formation physique et l'apprentissage de la vie militaire. Bientôt, le mois de Ramadan et déjà le président de la transition fait parler son cœur. 150 veuves des militaires de la région de Tombouctou ont reçu des dons de sa part, du sucre, de l'huile et des céréales. Najim Babasissé a suivi la cérémonie de remise pour nous. Cette mission de la présidence chargée des œuvres sociales du président de la transition est à Tombouctou pour transmettre la solidarité du chef de l'État aux veuves d'un militaire de Tombouctou à quelques encablures du mois de Ramadan. Il s'agit des kits alimentaires composés du sucre, de l'huile et des céréales remis par le conseil spécial du président de la transition au gouverneur au profit des 150 veuves d'un militaire tombé pour la patrie. Ces dons à la veille du mois de Ramadan est certainement le bienvenu. Nous ne pouvions dire que merci de penser à nous comme toujours. S'il y a un mot plus que merci aujourd'hui, nous allions le dire. Les populations de Tombouctou, par ma voix, remercie infiniment les autorités de la transition et les veuves des militaires décédés disent merci au président de la transition pour tous les efforts qu'il déploie afin de leur permettre de surmonter les difficultés. La présente donation se situe dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition, sachant que le mois du Ramadan est un moment de grande dépense. Ce don, ce n'est pas une récompense. Le président veut vous dire que tant qu'il y aura un militaire malien, vous n'aurez pas à pleurer. Lui, il agira tout le temps. L'armée malienne est une grande famille. Et c'est pour vous consoler, pour que, à l'approche du mois de Ramadan, pour vous soulager un peu. Le conseiller spécial Agibou Dambélé rassure que cette opération ne se limitera pas aux veuves de Tombouctou. Elle sera élargie à plus de 2000 foyers dans le pays.
Autre action humanitaire, cette fois-ci faite par Aïssata Alassane Cissé, dite Château, membre du CNT. Elle a remis aux victimes civiles et militaires de la région de Gao ainsi qu'aux populations vulnérables 30 tonnes de céréales, des enveloppes symboliques. Aussi, un minibus scolaire a été remis au lycée de Bourem. Compte rendu, Sambaré Aïdara et Alassane Hamadou. Fidèle à sa réputation de femme engagée pour la patrie et solidaire envers ses proches, Aïssata Alassane Cissé, dite Château, membre du Conseil national de transition CNT, vole au secours des couches vulnérables de la région de Gao. Madame Cissé a initié cette cérémonie de donation pour redonner du sourire aux bénéficiaires. Les populations sont vraiment dans une situation très difficile. Et en tant que membre du CNT, j'ai souvent fait des dons. Je n'ai pas l'ambition de remplacer l'État, mais c'est juste des gestes symboliques. Cette fois-ci, Aïssata Alassane Cissé a voulu étendre son élan de solidarité à plusieurs personnes vulnérables, mais aussi aux femmes. Si on parvient à dormir, c'est parce qu'il y a les femmes, c'est parce qu'il y a l'armée. Donc au niveau de l'armée aussi, j'ai fait un petit geste symbolique pour montrer juste ma bonne volonté en tant que Malienne. C'est donc composé de 30 sacs de riz, de 20 cartons de dattes et des enveloppes constituent un véritable ouf de soulagement pour les bénéficiaires au nom desquels le chef de l'exécutif régional, le général de division Moussa Traoré, a remercié la bienfaitrice. Je ne pourrais dire que merci au nom de toutes les populations de la région de Gao à notre sœur honorable Château. Elle n'est ni à sa première fois ni à sa deuxième fois. La donatrice du jour a aussi offert un minibus au lycée Aïssata Alassane Cissé de Bourem. 5 motos ambulances destinées à 3 SESCOM du cercle de Bourem sont en cours d'acheminement selon Château. Auparavant, accompagnée par ses homologues du CNT, elle s'est rendue au chevet des blessés victimes d'attaques terroristes survenues entre Ansongo et Gao à l'hôpital régional de Gao. Actualité régionale toujours, direction la région de Kayes, plus précisément dans le cercle de Kéniéba. Sur place s'est rendue une mission nationale de supervision des activités de contrôle et de constat de l'état de dégradation des domaines forestiers et fauniques. Elle a visité des sites illégaux d'exploitation de l'or dans les localités de Mamoudouya, Dabia, Sitakili et Djalafara. De Kayes, Balkissa Sadibou Chérif Aïdara et Lassana Keita étaient de la mission pour ORTM 1. Des fragmentations ça et là par des tas de terre et même souvent des assèchements, il ne reste presque plus rien de la partie de la Falémé qui traverse le cercle de Kéniéba dans la région de Kayes. L'exploitation illégale de l'or dans le lit de l'affluent le plus important du fleuve Sénégal sur sa rive gauche, servant aussi de frontière naturelle entre le Mali et le Sénégal, a causé d'énormes dégâts environnementaux. On ne voit plus de terres agricoles, on ne voit plus de pâturage. Et la biodiversité disparaît. Nous avons même constaté que la petite faune n'existe plus, à plus forte raison que la grande faune. Et même en termes de sécurité alimentaire, le bétail en souffre. Si nous ne prenons pas des mesures, à un moment donné, on fera face à une catastrophe à la fois écologique et humanitaire. Face à la situation, les départements en charge des mines et de l'environnement mobilisent leurs différents services pour circonscrire les différentes agressions. Le ministère de l'Environnement, en rapport avec d'autres ministères concernés, a effectué pas mal de missions de déguerpissement au niveau de ces sites d'orpaillage. Au moment où je vous parle, nous avons à peu près 88 gros engins saisis. Au terme de cette mission conjointe de supervision, des mesures drastiques sont annoncées. Forcément, nous serons obligés de relecture des textes, de les adapter à l'environnement actuel. Parce que dans le temps, c'était l'orpaillage traditionnel, mais aujourd'hui, nous assistons à de l'orpaillage semi-mécanisé. Par rapport à la délivrance des permis miniers, même le permis environnemental, il y a beaucoup de secteurs qui donnent leur avis. Mais il suffit de renforcer ces différents cadres élargis au gouvernement même des régions. Cette initiative des départements en charge des mines et de l'environnement concerne les régions de Kayes, Koulikoro, Bougouni et Sikasso. Une délégation de l'interprofession pomme de terre du Mali, elle, a effectué une visite de terrain à Tindéni, localité située à 6 km de la ville de Tombouctou. Et c'est pour nouer un partenariat public-privé avec les producteurs des régions du Nord dans le cadre du projet Djegani Djaba. Reportage à Saloum Konaté.
Reconnu par son dévouement dans la culture de la pomme de terre, Mamaïti Aga El Mokhtar accueille une délégation de Sigasso composée des responsables de la filière pomme de terre et leurs partenaires techniques et financiers. Cette visite rentre dans le cadre d'un partenariat public-privé que nous voulons faire avec les producteurs de Sigasso, parce que déjà là-bas nous sommes dans une dynamique de multiplication de semences nationales et nous avons vu que Tombouctou c'est vraiment l'avenir pour la sémence. Pour la multiplication, Tombouctou, c'est l'avenir. Les conditions agroécologiques sont là, soutenues par le programme Djegani Djaba. Vraiment, on fait du beau travail. Cette réussite est le fruit d'une franche collaboration avec l'ONG Cordid, un programme de l'ambassade de Pays-Bas qui appuie le producteur sémencier de Tombouctou. Quelqu'un qui est un pasteur, le transformer en agriculteur, vous voyez que c'est pas facile. Mais quand les Mamaïtis, je crois, au début, là, quand on venait, ils n'avaient jamais, c'était un guide chamelier, ils n'avaient jamais touché à la pomme de terre, culture de la pomme de terre. Mais aujourd'hui, c'est un exemple en matière de culture de pomme de terre à Tombouctou. Voilà, je pense que nous sommes vraiment satisfaits. Avoir une passion envers le métier que l'on exerce est déjà une réussite d'Ixit Mamaïti Ag El Mokhtar qui lance un cri de cœur à l'endroit des experts évoluant dans le domaine. On demande toujours de nouveaux partenaires et les services techniques. On a les terres, on a les volontés de travailler, mais on a des soucis parce que vous voyez, comme vous constatez, les patients ne sont pas clôturés avec les haies qu'ils ont clôturés et aussi on a des problèmes d'eau. Une visite des magasins de conservation d'une capacité de 6 tonnes offerte par le partenaire technique et financier a mis fin à la visite. Et plus de 260 millions de francs CFA, c'est le coût du projet soutien socio-éducatif, sanitaire et alimentaire aux enfants vulnérables. Le projet a été lancé à Ségou et va durer 12 mois. Il permettra d'améliorer les conditions de vie de plus de 800 enfants vulnérables dans les communes urbaines de Ségou, Mopti et le district de Bamako. Hamidou Diallo et Karamoro Traoré. Soutien socio-éducatif, sanitaire et alimentaire aux enfants vulnérables, c'est le nouveau projet de l'ONG ENDA Mali. Ce projet vise à améliorer les conditions des enfants en situation de vulnérabilité dans les régions de Ségou, Mopti et le district de Bamako. Les catégories d'enfants dont on parle ont un dénominateur commun, à savoir la précarité. Ils vivent tous dans un environnement très peu favorable à leur épanouissement, dans lesquels leurs droits à l'éducation, à la santé, à l'alimentation, aux jeux et aux loisirs ne sont pas assurés. C'est au regard de toute cette problématique que le présent projet a été initié par ENDA Mali. Durant une année, ce projet d'assistance touchera directement plus de 800 enfants vulnérables dans les communes urbaines de Ségou, Mopti et le district de Bamako. Ce projet vient donc renforcer les services techniques de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille dans l'accomplissement de leur mission de garant des droits fondamentaux de l'enfant dans un environnement protecteur. Au nom du gouvernement du Mali, je réitère ici la disponibilité et l'engagement des plus hautes autorités à vous accompagner dans cette noble aventure que je trouve à notre portée, eu égard à vos expériences dans les différents domaines de la protection de l'enfance. Le projet soutien socio-éducatif, sanitaire et alimentaire aux enfants vulnérables est financé par Cartas Allemagne à plus de 260 millions de francs CFA. Cérémonie d'installation officielle des membres de la délégation spéciale de la région de Ménaka. Elle a rassemblé les autorités administratives, politiques, militaires, les légitimités traditionnelles et religieuses de la région. Compte rendu Mohamed Lamine Maïga et Ibrahim Ag Amini. Après l'autorité intérimaire, c'est Abdoulouhab Ag Ahmed Ahmad qui a été reconduit au poste de président de la délégation spéciale de la région de Ménaka. Cette mission que nous avons acceptée avec humilité et engagement nous oblige à être des acteurs proactifs, capables d'anticiper les défis et de rester fermement engagés dans l'atteinte des objectifs pour le bien-être de nos populations. Accompagné des autres membres de la délégation spéciale, il s'engage à faire de la région un havre de paix, de cohésion sociale et de vivre ensemble. Les nouveaux membres de la délégation spéciale de Ménaka se disent conscients des enjeux auxquels la région fait face et des défis à relever pour répondre aux besoins des populations de la région. Selon le directeur de cabinet du gouverneur de la région qui a présidé la cérémonie, la délégation spéciale ne peut ni emprunter ni aliéner un bien de la collectivité territoriale.
Inauguration à Koutiala de la salle de réunion du gouvernorat réhabilitée et équipée par certains opérateurs économiques. Cette action est une marque de bonne collaboration entre l'administration et les populations. Reportage Brahima Koné et Amadou Dolo. L'ancien réfectoire du gouvernorat de Koutiala transformé en salle de réunion, la réhabilitation et l'équipement de cette infrastructure sont des fruits de la bonne collaboration entre l'administration et 4 opérateurs économiques. En réhabilitant ce bâtiment et en réalisant d'autres travaux dans la cour du gouvernorat, les PDG des groupes Tarador, Ikobo, ETS, Seydou Koulibaly et EMDD se disent fiers d'accomplir un devoir citoyen. Sentiment de fierté et de joie. Je crois que le général Assimi a toujours dit que chacun doit faire sa part pour ce pays. On doit continuer. Le général Assimi Goïta, il faut qu'on l'aide. Les 4 opérateurs économiques ayant réhabilité la salle de réunion du gouvernorat ont reçu des attestations de reconnaissance de la part de l'administration. Les ambitions de Koutiala sont grandes dans le domaine de la promotion du développement et de la stabilité du Mali. Nous espérons avec forte conviction que cette expérience contribuera efficacement à renforcer la relation entre États et les situations engagées pour la patrie. Je le disais au début de ce journal, le traditionnel Conseil des ministres s'est tenu au palais présidentiel de Koulouba ce mercredi sous la présidence du président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. Pour la lecture du communiqué de ce Conseil des ministres, il nous a rejoint sur ce plateau Mahamadou Koné. Bonsoir Mahamadou Koné. Bonsoir Khadijatou Koné. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au chapitre des mesures législatives et réglementaires. 1. Sur le rapport du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant modification du décret fixant le cadre institutionnel de la réforme du secteur de la sécurité. À l'application du dispositif institutionnel prévu par le décret numéro 20-24-03-27 PTRM du 4 juin 2024 a révélé des insuffisances qu'il convient de corriger pour mieux faire face aux enjeux liés à la réforme du secteur de la sécurité. Le projet de décret est adopté dans ce cadre. 2. Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a adopté A. Des projets de texte relatifs à la création, à l'organisation, aux modalités de fonctionnement et au cadre organique de l'Agence comptable centrale du Trésor. B. Des projets de texte relatifs à la création, à l'organisation, aux modalités de fonctionnement et au cadre organique de l'Agence comptable centrale des dépôts. L'Agence comptable centrale du Trésor a été créée par l'ordonnance numéro 02-031 PRM du 4 mars 2002 avec pour mission, entre autres, la centralisation et la vérification des documents et situations des comptables supérieurs, la production et le contrôle des documents périodiques et définitifs en vue de l'établissement de diverses statistiques et des comptes généraux et l'élaboration des plans prévisionnels des trésoreries. Son organisation, les modalités de son fonctionnement et son cadre organique sont fixées respectivement par le décret numéro 02-128 PRM du 15 mars 2002 et le décret numéro 02-237 PRM du 10 mai 2002. Après plusieurs années d'application, ces textes ont révélé des insuffisances liées notamment à l'évolution de l'environnement de l'administration publique et à la non-prise en compte des innovations introduites par les normes communautaires et internationales en matière de comptabilité publique et de statistique des finances publiques. Au regard de ces insuffisances, l'étude diagnostique réalisée en 2022 par le ministère de l'économie et des finances a recommandé la réorganisation de l'Agence comptable centrale du Trésor et la suppression de ses missions, celles relatives à la gestion des dépôts et consignations. L'étude diagnostique a aussi recommandé, compte tenu de l'obligation faite aux organismes publics de déposer leurs fonds au Trésor public, la création de l'Agence comptable centrale des dépôts dédiée à la gestion des dépôts et consignations des organismes publics et des projets et programmes. Le projet de texte adopté crée sous forme de services rattachés à la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique
L'Agence comptable centrale du Trésor, avec pour mission de gérer la trésorerie de l'État, de tenir la comptabilité et de produire les états comptables et financiers de l'État, et l'Agence comptable centrale des dépôts, avec pour mission de gérer les dépôts et fonds des organismes publics, des projets et programmes et ou ceux des particuliers qui lui sont confiés. L'adoption de ces textes permet également de prendre en compte les innovations apportées dans la gestion des finances publiques suite aux réformes communautaires et internationales transposées dans la législation nationale et les changements induits par l'érection de la Direction nationale du Trésor et de la comptabilité publique en Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. 3. Sur le rapport du ministre des Mines, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation de la convention d'établissement pour la phase d'exploitation conclue entre le gouvernement de la République du Mali et la société Nampala SA pour l'exploitation de l'or. Le gouvernement a signé avec la société Ressources Robex Mali Sarl une convention d'établissement le 27 décembre 2011 pour la recherche et l'exploitation de l'or et des substances minérales du groupe 2 sur le périmètre de Minenko dans la région de Sikasso. Les travaux de recherche géologique effectués par la société ont permis de mettre en évidence un gisement dont les réserves minérales sont estimées à 17 351 000 tonnes avec une teneur en or de 0,70 grammes par tonne pour une durée d'exploitation de 8 ans à raison de 1,439 tonnes d'or par an. Par le décret numéro 2012-190 PMRM du 21 mars 2012, un permis d'exploitation a été attribué à la société Ressources Robex Sarl pour l'exploitation du gisement de Minenko. Dans le cadre des réformes opérées dans le secteur minier, l'État du Mali, les sociétés Ressources Robex INC et Nampala SA ont signé un protocole d'accord le 12 septembre 2024 qui consacre l'augmentation et la transformation des parts détenues par l'État dans le capital de la société en des participations non contributives, non diluables, donnant droit à des dividendes prioritaires. Le projet de décret adopté approuve la nouvelle convention d'établissement signée entre les parties en vue de prendre en compte les changements intervenus. 4. Sur le rapport du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant modification du décret fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement du Conseil supérieur de la jeunesse. Le Conseil supérieur de la jeunesse a été créé par la loi numéro 20-19-059 du 5 décembre 2019 avec pour mission de veiller à la mise en œuvre des politiques et programmes de plein épanouissement des jeunes. Son organisation et les modalités de son fonctionnement sont fixées par le décret numéro 20-19-09-76 PRM du 19 décembre 2019. Dans l'exécution de sa mission, le Conseil supérieur de la jeunesse est confronté à des difficultés qu'il convient de corriger pour l'atteinte des résultats escomptés. Le projet de décret adopté crée un secrétariat permanent unique pour le Conseil supérieur de la jeunesse et le comité exécutif national en vue de renforcer la synergie d'action entre les services en échange du plein épanouissement des jeunes. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à des nominations. La liste nominative des intéressés est disponible sur le site web du secrétariat général du gouvernement www.sgg-mali.ml et dans le journal L'Essor. Au chapitre des communications, 1. Le ministre des Transports et des Infrastructures a informé le Conseil des ministres de l'application intégrale des dispositions de l'article 32 du décret numéro 2023-0509 PTRM du 12 septembre 2023 fixant les conditions de l'usage des voies ouvertes à la circulation publique et de la mise en circulation des véhicules. Le réseau routier national a subi de graves dommages causés notamment par les véhicules gros porteurs hors gabarit et hors normes qui sont en surcharge de marchandises en provenance des ports maritimes
où transite le fret généré par les importations et les exportations du Mali. Cette situation entraîne la dégradation précoce du réseau routier national dont la conception a été faite sur la base des dimensions réglementaires de 3 essieux pour le tracteur et de 3 à 4 essieux pour la semi-remorque. Les dimensions maximales autorisées sont longueur 16,5 mètres pour les véhicules articulés, largeur 2,55 mètres pour l'ensemble des véhicules, hauteur 4 mètres pour tous les véhicules. À compter du 1er avril 2025, tout transporteur ne respectant pas les dimensions réglementaires s'expose à l'application des sanctions prévues par la réglementation en vigueur, notamment l'immobilisation du véhicule à la frontière ou au point de contrôle, l'obligation de transbordement et de correction de gabarit le cas échéant. 2. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a informé le Conseil des ministres de la tenue du 2e congrès du programme thématique de recherche langue, société, culture et civilisation du CAMES au Mali. Dans le cadre de la réflexion stratégique sur la révolution numérique, dans le domaine de l'éducation en particulier, prenant appui sur des résultats de recherche scientifique, il est prévu du 21 au 25 avril 2025 à Bamako, le 2e congrès du programme thématique de recherche langue, société, culture et civilisation du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. L'objectif de ce congrès est d'apporter des réponses scientifiques aux différentes options possibles en tenant compte des enjeux sécuritaires ainsi que de la réglementation des usages du numérique dans le secteur de l'éducation. Au total, 5 thématiques seront abordées pendant le congrès. La fracture numérique et les enjeux du développement en Afrique, l'économie numérique et le développement de l'Afrique, les TIC, la sécurité et la réglementation des usages du numérique, les TIC et l'éducation, l'intelligence artificielle et la promotion du patrimoine culturel immatériel. 3. Le ministre du Travail et de la Fonction publique et du Dialogue social a informé le Conseil des ministres de la tenue de la Journée mondiale de la justice sociale le 20 février 2025. Le Mali, à l'instar de la communauté internationale, célèbre la Journée mondiale de la justice sociale adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 26 novembre 2007. La justice sociale est fondée sur l'égalité des droits pour tous les peuples et la possibilité pour tous les êtres humains de bénéficier sans discrimination du progrès économique et social partout dans le monde. Le thème de cette année est « Faire avancer la justice sociale », placer la justice sociale au centre des agendas politiques internationaux, nationaux et régionaux. À l'occasion de la célébration de cette journée, il sera organisé une conférence débat sur la justice sociale avec un panel de jeunes chercheurs à l'université de Ségou et au centre de recherche et de formation pour les industries légères et textiles. 4. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, a informé le Conseil des ministres de l'organisation d'une formation citoyenne patriotique et physique à l'intention des présidents des conseils communaux, régionaux et du district de Bamako, ainsi que du bureau exécutif national du Conseil national de la jeunesse du Mali. Dans le cadre de la refondation du Conseil national de la jeunesse du Mali, le ministre chargé de la jeunesse organise une formation citoyenne, patriotique et physique à l'intention des nouveaux membres du Conseil et de ses démembrements. Cette formation vise à renforcer le civisme, l'esprit patriotique et la condition physique d'environ 600 participants au Palais des Pionniers du 11 au 16 février 2025. 5. Le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine a informé le Conseil des ministres du lancement de l'initiative Tunkablon, le vestibule de la migration. La diaspora malienne, forte de plusieurs millions de personnes réparties sur tous les continents, joue un rôle clé dans le développement national à travers ses contributions diverses. Cependant, elle fait face à de nombreux défis, notamment ceux liés à la migration irrégulière.
La gestion de ces défis migratoires est une priorité pour l'État malien qui a engagé des réformes politiques et institutionnelles pour renforcer la protection et la mobilisation de ses ressortissants à l'étranger. Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre de la lettre de cadrage du président de la transition, chef de l'État, qui place la protection des Maliens établis à l'extérieur au cœur des priorités, le ministre a lancé une initiative de rencontre virtuelle Tungablon, le vestibule de la migration. Tungablon est une plateforme qui permettra de mieux comprendre les défis rencontrés par nos compatriotes, de recueillir leurs préoccupations, de proposer des solutions et de mettre en lumière les actions entreprises par l'État. Ces rencontres virtuelles seront organisées trimestriellement en collaboration avec les missions diplomatiques et postes consulaires du Mali. 6. Le ministre de l'Agriculture a informé le Conseil des ministres du lancement officiel des travaux du projet d'irrigation de Ndebougou 4 en zone office du Niger, cercle de Nyono, région de Ségou, le 15 février 2025. Le projet d'irrigation de Ndebougou 4 a pour objectif d'augmenter la production agricole des petits agriculteurs par la réhabilitation de périmètres irrigués dans la zone de Ndebougou afin de contribuer à l'utilisation rationnelle et économique de l'eau d'irrigation pour une agriculture durable et rentable. Pour y parvenir, le projet concernera la réhabilitation et la construction d'infrastructures, les mesures d'accompagnement pour la mise en valeur des infrastructures et le renforcement de la gouvernance foncière en zone office du Niger. La mise en œuvre du projet d'un coût global de 33 milliards 456 millions 489 041 francs CFA permettra de booster la croissance économique du pays en général et d'augmenter les revenus des exploitants agricoles en particulier. 7. Le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle a informé le Conseil des ministres de l'ouverture du centre de formation professionnelle de Markala. Le jeudi 6 février 2025, le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle a procédé à l'ouverture officielle du centre de formation professionnelle de Markala après 2 ans de fermeture. Le centre a une capacité d'accueil de 500 apprenants par an et propose des formations initiales et continues dans les filières comme la transformation agroalimentaire, la maintenance des matériels agricoles, la gestion de l'eau et irrigation et la gestion des groupements et coopératives agricoles. L'objectif du centre est de répondre aux besoins de qualification professionnelle des jeunes et des acteurs économiques afin d'améliorer la compétitivité des entreprises et de contribuer à la lutte contre la migration, le sous-emploi et le chômage des jeunes. Pour cette année, 100 jeunes sélectionnés par appel à candidature seront formés dans les filières de la transformation des céréales, des fruits et légumes et des produits carnés. 8. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a informé le Conseil des ministres de l'organisation de la 2e édition de la Semaine des marques au Mali du 18 au 22 février 2025. La Semaine des marques est une manifestation économique qui vise à mettre en lumière le rôle des marques dans la promotion des activités industrielles, commerciales et artisanales et à célébrer les marques locales comme symbole de la résilience économique dans la perspective d'un développement économique durable de notre pays. Cette édition, placée sous le thème « Faire des marques locales un pilier du développement endogène », sera marquée par un panel inaugural du haut niveau, des masterclass pour outiller les entreprises dans l'utilisation stratégique de leurs marques, une caravane de promotion des marques, des animations et jeux concours, des émissions télé et radio et des visites d'entreprises. 9. Le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali à la session extraordinaire du Conseil des ministres de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. L'initiative de la Grande Muraille Verte est un programme intégrateur qui a pour objectif de répondre aux effets combinés des défis environnementaux comme la désertification, le changement climatique et la perte de biodiversité dans la bande sahélo-saharienne.
Cette session a réuni les ministres chargés de l'environnement des États membres de l'initiative le 7 février 2025 à Dakar. Au terme des travaux, le Conseil des ministres de l'agence a pris plusieurs décisions, notamment le renforcement institutionnel à travers l'amélioration de l'organisation et du fonctionnement de l'agence, le transfert de la présidence du Conseil des ministres de l'agence à la République du Mali à partir du 7 février 2025. L'organisation au Mali du 5e sommet des chefs d'État et de gouvernement avant le 30 juin 2025. 10. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays, marquée notamment A. par une stagnation du nombre de cas testés positifs de la maladie à coronavirus par rapport à la semaine précédente, B. par une diminution du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a cependant appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies. Voilà, Khadija Toukounen, ce qu'il fallait retenir du communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi. Merci bien, Mahamadou Koné. Suite donc de ce journal et à l'occasion de la Journée internationale de la radio, et c'est demain, 13 février, nous avons rencontré quelques acteurs du monde radiophonique. Notre pays est un des pionniers africains en matière de libéralisation des ondes. Le pays totalise aujourd'hui plus de 500 radios, commerciales ou non. Certaines ont de la peine à tirer leur épingle du jeu. Dans le paysage médiatique, la radio s'est imposée comme un partenaire privilégié, un acteur incontournable dans le quotidien de nos ménages. À son siège situé au quartier Hippodrome, Radio Bamakan, la première radio libre du Mali, les équipes se relaient à l'antenne. Fanta Diallo, une des plus anciennes de la station, nous accueille dans ses studios. J'ai commencé animatrice depuis la création de Bamakan en 1991. La radio Bamakan, c'est une association. D'abord, son premier nom, c'est Association Radio Libre Bamako. Par la suite, on a donné le nom Bamakan. Bamakan qui veut dire la voix du Kafo. La Kafo qui est Bamako, la cité de Bamako. Donc, c'est une radio associative. Bamakan, d'abord, est là pour faire la promotion de nos langues. Quant à la radio, elle se démène tant bien que mal, même si les dernières mesures gouvernementales s'annoncent difficiles pour Bamakan l'associative. Nous, on est avec des partenaires, des sponsors et tout. Maintenant, les partenaires sont presque partis. Et ensuite, il y a eu la crise du Covid. Ensuite, il y a la crise qui est là. Et l'électricité. Donc il y a tout un tas de problèmes. Le groupe Renouveau possède également plusieurs radios commerciales et non commerciales. La radio, selon l'administrateur du groupe, vit de ses activités mais se heurte à un environnement économique impacté par la crise. Notre radio, la station mère, est une radio commerciale. Donc nous en avons une autre à Ségou qui est pratiquement la succursale de la principale, donc qui relaie alors la plupart de notre programme à Bamako. Donc on se dit avec ce statut, bon, c'est un peu difficile avec les nouveaux tarifs imposés aux organes de presse. Les radios commerciales d'abord, qui sont dédiées uniquement surtout à faire des revenus, à générer des revenus. Maintenant, il y a de l'autre côté les radios non commerciales. Dans cette catégorie, on retrouve les radios communautaires, les radios associatives et les radios confessionnelles. Oui, les radios associatives, les radios confessionnelles, les radios communales, c'est tout ça là qu'on appelle radio non commerciales. Toutes celles qui n'ont pas pour vocation de chercher le lucre, voilà, qui ont une mission précise, soit d'information générale, ou qui se dédient, par exemple, à la promotion d'une religion. Toutes les radios peuvent faire de la publicité, sauf que le temps, le volume horaire destiné à la publicité est différent selon qu'il s'agisse
d'une radio commerciale ou d'une radio non commerciale. Exister, oui, mais dans quelles conditions? Les derniers arrêtés interministériels laissent-ils une chance aux radios libres du Mali? Là encore, les avis divergent. La radio, vectrice de changement social, multiplicatrice d'idées et d'innovations, est loin d'avoir dit son dernier mot. Elle garde en effet une place importante dans le cœur de ses auditeurs. Campagne de chirurgie gratuite pour 500 patients. Ça se passe à l'hôpital du district de la commune 4 de Bamako. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la 65e conférence du Collège ouest-africain des chirurgiens qui se tient présentement au Mali. Mariam Koulibaly. Après le Libéria en 2022, le Togo en 2023, la Sierra Leone en 2024, c'est au tour du Mali d'accueillir pour la première fois la conférence du Collège ouest africain des chirurgiens, 65e déjà dans les pays ouest africains. Ces rendez-vous médical soutenu par la Société de chirurgie du Mali, Sochuma, entend toucher gratuitement environ 500 patients dans plusieurs domaines de la chirurgie dans le district de Bamako et Kati. Au menu, nous avons 3 principales activités. La première, c'est la campagne de chirurgie gratuite. La deuxième activité, c'est une activité de formation continue et pour cela, nous attendons 300 agents de santé à former. La dernière activité, c'est la conférence elle-même. On va la commencer le 17. Ce serait sur 4 jours. Ça consisterait à faire des échanges sur les résultats de nos recherches, les pays africains et les pays d'ailleurs. La campagne mobilise environ 75 spécialistes, dont 13 venus de l'étranger. Un cadre idéal d'y donner et d'y recevoir au profit de la population malienne. Minimum 500 patients qui vont être opérés gratuitement avec don de médicaments. C'est-à-dire que même les médicaments post-opératoires seront donnés aux patients. On va leur donner des rendez-vous pour qu'ils viennent faire des contrôles et tout ça gratuitement. Ça montre encore toute la solidarité et on encourage les chirurgiens qui ont su mêler l'utile à l'agréable. L'opération, appréciée à différents niveaux, a déjà touché plus de 300 patients. Remise d'équipements médico-chirurgicaux à l'hôpital Mère-Enfant le Luxembourg par l'Égypte et c'est pour soutenir l'hôpital dans le cadre du renforcement de son plateau technique et favoriser la prise en charge chirurgicale des patients. Le point avec Fantama Magnentao. Fini le manque d'équipements médico-chirurgicaux à l'hôpital Mère-Enfant, le Luxembourg. Le don d'une valeur de plus de 20 millions de francs CFA est composé des équipements d'ophtalmologie et de la néonatologie, entre autres. L'acquisition de ces équipements médicaux est le fruit d'une coopération forte entre l'Égypte et le Mali. Ce geste est une démonstration éclatante que lorsque la diplomatie se met en marche au service du développement humain, les résultats sont palpables et ils sont durables. Ici au Luxembourg, nous avons le savoir-faire, nous avons la volonté, mais avec votre soutien, nous aurons les moyens d'aller encore plus loin. L'Égypte, à travers sa mission diplomatique au Mali, figure au rang des partenaires du premier plan pour son appui constant à l'hôpital Mère-Enfant, le Luxembourg. Nous tenons à informer la population malienne que toute personne qui a besoin de prise en charge peut se diriger vers l'hôpital Luxembourg parce que ces équipements sont là pour répondre aux besoins de la population malienne. Donc celui qui aide l'hôpital de Luxembourg, en réalité aide indirectement le peuple malien. Lorsqu'il y a un renforcement vraiment en matière d'équipement, on ne peut venir bien entendu que féliciter et remercier non seulement les partenaires égyptiens, mais encore une fois le personnel de l'hôpital Luxembourg par rapport à leur capacité de négociation et de collaboration afin bien entendu de renforcer leur capacité en matière d'équipement. L'ambition des autorités, c'est de faire du Mali un pays où l'accès aux soins est une réalité pour tous. Présentation des vœux de Nouvel An du M5 RFP Malikoura à la presse malienne, une cérémonie au cours de laquelle le président du mouvement Modibo Sidibé a fait le bilan de la situation politico-sécuritaire du pays. Reportage Mamadou Fane.
Dans son discours, le président du M5 RFP Malikroa a fait un large tour d'horizon de la situation politique socio-sécuritaire du pays avant de mettre l'accent sur la place de la presse dans l'ancrage de la démocratie. Le Mali, aujourd'hui et de demain, a besoin d'un journalisme engagé, intègre et constructif. Un journalisme qui informe sans déformer, qui critique sans diviser, qui éclaire sans opposer. Vous avez en ce sens une immense responsabilité, celle de contribuer par votre plume et votre micro à l'émergence d'un dialogue national apaisé et porteur d'espoir. Nous avons entendu les recommandations, les conseils que vous avez donnés. Sur ce, à notre tour et au nom de l'ensemble de la presse malienne, je formule pour vous-même, pour votre famille, pour vos collaborateurs, nos vœux de bonnes et heureuses années. Puisse 2025 être une année de paix, de succès, de prospérité et d'entente entre les fils du pays. Le président du M5 RFP Malikroa a aussi rappelé les objectifs de la création de leur regroupement et a souligné que son mouvement souhaite une concertation et une plus grande inclusivité dans les décisions concernant l'avenir de la nation. L'Afrique des jeunes, c'est le thème de la 17e édition de la rentrée littéraire prévue du 18 au 22 février prochain ici à Bamako. Elle verra la participation de plusieurs écrivains, éditeurs et autres passionnés du 5e art au menu des conférences sur des thématiques, un salon du livre, des prestations artistiques, entre autres. Ces informations ont été données lors d'une conférence de presse. Tchemogo Konati. Bamako, bientôt la capitale du monde de la littérature, le temps d'une semaine. Cela s'appelle la rentrée littéraire du Mali 17e édition, un événement annuel prévu du 18 au 29 février prochain. L'édition 2025 s'articule autour d'un programme alléchant qui verra la participation de plusieurs écrivains, éditeurs et autres passionnés des lettres venus du Mali, d'Afrique et d'autres continents. Environ 100 rencontres artistiques et littéraires gratuites. Donc nous invitons le public à investir les lieux pour discuter, écouter les échanges autour de différentes thématiques. Au cœur de cette 17e édition de la rentrée littéraire du Mali, la couche juvénile, comme l'atteste le thème l'Afrique des jeunes. Un thème qui accorde un intérêt particulier aux nouvelles productions, notamment celles des jeunes. Les enjeux et les défis liés à la jeunesse africaine, bien sûr, mais aussi en écho à tout ce qui se passe autour des jeunes dans le monde. L'Afrique, c'est un continent très jeune, donc dans quelques années, nous aurons en fait une population d'environ 2,5 milliards d'habitants et dont une bonne partie, la majorité, les 60%, n'auront même pas 25 ans. Tous les grands écrivains que nous connaissons aujourd'hui ont commencé peut-être jeunes. Ils ont été accompagnés et si aussi cette année nous sommes accompagnés, peut-être dans les jours à venir on sera également des grands écrivains comme nos sœurs aînés. Cerise sur le gâteau, la cérémonie de clôture verra décerner 4 prix en espèces dont les montants varient entre 1 million et 3 millions de francs CFA. Des prix destinés à récompenser les meilleures productions des 2 années précédentes. Le prix du premier roman, le prix Moussa Sow qui récompense les essais, le prix Massamaka Ndiabati qui récompense aussi le roman, enfin tout ce qui est fiction, mais pour des auteurs qui ont déjà publié. Et puis le prix continental, c'est-à-dire le prix Ahmed Baba, qui est ouvert aux écrivains africains. Autre point saillant du programme, c'est le salon du livre au musée Moussokuna devant abriter une quinzaine de stands. Ainsi, la rentrée littéraire se présente comme un véritable espace de promotion du monde de la littérature. AES Actualité ici à Bamako, l'organisation pour la fédération de l'AES demande l'érection de la Confédération des États de l'AES en fédération. Elle a lancé à cet effet une pétition en collaboration avec des organisations de la société civile du Burkina Faso et du Niger. Tchemogo Konaté. La plateforme Anka Transition demain demande à leurs excellences, messieurs les chefs d'État de la Confédération de l'AES, de bien vouloir ériger la Confédération des États du Sahel
au rang de fédération des États du Sahel. Honneur à Sega Konaré, président du mouvement Anga Transition Demain, soutenant la transition pour lancer au compte de la partie malienne cette pétition. Ils sont au total 6 mouvements à faire front commun pour cette demande adressée au président des pays membres de la Confédération de l'AES. La Confédération qui n'est autre que l'accord des États souverains qui décident de se mettre ensemble pour déléguer une partie importante de leurs compétences à des institutions communes comme l'AES, et une fédération en tout cas qui consiste vraiment à être dans un État fédéral, un État composé. Donc plus de frontières entre le Mali, le Burkina et le Niger. La Fédération des États de l'AES en lieu et place de la Confédération, une volonté manifeste de ces associations qui expliquent leur motivation par la possibilité d'une exploitation judicieuse des ressources qui regorgent l'AES. Par exemple, par rapport à la production de l'or, si aujourd'hui nous décidons d'être une fédération, nous serons le premier producteur d'or, et ce qui va faciliter le contrôle de nos ressources naturelles. La fédération va mettre fin à toutes ces guerres fratricides entre les populations africaines. Et secondo, c'est aussi une question d'honneur. Déjà, à l'issue de ces lancements, certains participants ont exprimé leur approbation en y apposant leur signature. Il s'agit par exemple du coordinateur des chefs de quartier du district de Bamako, Seydou Sangaré, qui affirme partager les idéaux des initiateurs. Tout le monde y adhère parce que cette fédération-là donne aussi un autre tonus à ce que la Confédération a déjà tracé. Cette pétition, faut-il le souligner, est une œuvre collective élaborée en collaboration avec des organisations de la société civile des autres pays membres de la Confédération de l'AES. La dynamique de collecte des archives et artefacts du président Thomas Sankara se poursuit. 571 pièces de documents d'archives, 269 photos physiques et numériques, 5 statuettes sont remises au ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme par la présidence du Faso à travers les archives nationales. Reportage Fanta Ouattara. 571 pièces de documents d'archives, 159 photos numériques, 110 photos physiques, 5 statuettes, dont 2 en bronze, 2 en bois et 1 en calcaire. Ce sont des archives et d'artefacts du père de la Révolution d'août 83. Ils sont ici remis au ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme par la présidence du Faso. Ce geste entre dans le cadre de la campagne de collecte d'archives et d'artefacts du capitaine Thomas Sankara, lancée en décembre dernier. En remettant donc au ministère en charge de la Culture les archives et les artefacts de Thomas Sankara, on peut dire qu'on a posé un acte très fort parce que le mémorial ne va pas concerner seulement des bâtiments. Il faut que quand on va y trouver, on trouve la présence de Thomas Sankara. Je souhaite que ces archives, que ces artefacts soient effectivement bien conservés là où ils seront, parce que ces archives que nous sommes en train de mettre à votre disposition, si leur conservation n'avait pas été bien faite, ça m'étonnerait que nous les ayons et que nous les mettions à la disposition du projet. Une invite qui n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Le représentant du ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme rassure que ces archives et artefacts sont entre de bonnes mains. C'est le lieu de prendre l'engagement et de vous rassurer que vraiment nous en ferons un très bon usage. La symbolique est vraiment très importante et ça va ouvrir sûrement la porte ou les portes pour d'autres institutions, pour d'autres personnes à emboîter le pas de la présidence. Ces documents collectés vont contribuer à enrichir le patrimoine du musée du mémorial Thomas Sankara. En cours de réalisation, ils vont servir à réhabiliter la mémoire du père de la Révolution, mais également à faire profiter à la jeune génération l'héritage politique laissé par Thomas Sankara. Les membres de l'Ordre des urbanistes ont prêté serment ce mercredi à la Cour d'appel de Niamey, un engagement solennel à travers lequel ils ont juré de respecter les missions de l'urbaniste. Issa Ousmane Mahamat. La formulation d'un engagement personnel ou professionnel s'accompagne généralement d'une profession de foi matérialisée par un serment y afférent
Je jure solennellement de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de respecter tous les devoirs qu'elle m'impose. C'est un engagement ou c'est le renforcement de votre engagement par rapport au secteur d'activité dans lequel vous êtes appelé à exercer, conformément à votre serment qui vous lie devant les hommes, qui vous lie devant Dieu. Ces domaines, l'urbanisme, intègrent quotidiennement les besoins et aspirations des populations, d'où tout l'intérêt de sa régulation selon les textes et par des personnes ressources. Les 8 nouveaux membres s'engagent pleinement à respecter les obligations et le devoir de l'urbaniste vis-à-vis de ses clients et ses confrères et bien d'autres règles dans l'exercice de la profession. D'ailleurs, le président de l'audience leur a rappelé les exigences de l'acte, la portée du labeur, allant avec le poids du serment qui appelle leur sens d'action sans relâche. Vous avez entendu les réquisitions du procureur général qui demande de recevoir votre serment, de vous donner acte et de vous renvoyer à l'exercice de vos fonctions. Je le jure. Hussein Ahmad. Je le jure. Issifou Zakari Maman. Je le jure. Le président de l'Ordre des urbanistes du Niger a exhorté tous les confrères à s'engager aussi pour mener à bien et ensemble la mission y a confiée. Vraiment, c'est un engagement d'abord moral, c'est un engagement professionnel, mais aussi c'est un engagement vis-à-vis de Dieu parce que on le jure devant le public, mais aussi on jure devant Dieu. Donc il faut que vraiment tous ceux qui vont exercer leur fonction d'urbaniste vraiment le fassent conformément à la réglementation et conformément au texte et conformément vraiment au cahier de charges qui leur sera soumis par leurs clients. La balle est donc dans le camp des membres de cette structure pour mettre de l'ordre dans l'urbanisation constante des villes. À suivre dans les programmes, juste après ce journal, l'intégralité du message du Premier ministre au cours de la conférence de presse sur les nouvelles dispositions tarifaires. On ne devient pas intelligent chaque jour, mais on trouve de nouvelles expériences après chaque événement. Proverbe Bambara, vous l'aurez compris, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain, même heure, même plateau. Dieu voulant, bonne fin de soirée à tous.